France s'est donné pour objectif de doubler d'ici 2018 ses échanges commerciaux avec l'Afrique, et nos relations économiques doivent s'approfondir, doivent aussi changer. Ces mutations devront passer d'abord par un rééquilibrage géographique de notre propre présence économique sur le continent. Car les régions africaines, anglophones ou lusophones, dont certains d'entre vous sont originaires, offrent également d'immenses opportunités commerciales pour la France, qui historiquement est présente d'abord dans les régions francophones. Par un rééquilibrage sectoriel ensuite, car les entreprises françaises doivent s'adapter aux nouvelles réalités africaines, aux besoins des populations. Et puis, il n'y a pas de terrain conquis. La concurrence est là, européenne. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, bien sûr. Je pense aussi à la Turquie américaine, bien évidemment. Puis je n'oublie pas non plus la Chine. Et donc, nous devons garder la confiance et conquérir une nouvelle confiance. Donc, il faut être présent, actif. Il y a eu sans doute un moment où on a eu le sentiment que la France reculait, ou s'intéressait moins à l'Afrique. Depuis 2012, avec le chef de l'État, je crois que nous démontrons le contraire, évidemment sur les questions diplomatiques et militaires, mais aussi d'abord sur les relations économiques et culturelles. Vous tous incarnez la jeunesse africaine. Et nous tous avons cette volonté commune de donner le plus de débouchés possible à la jeunesse d'Afrique. Ce qui passe bien sûr par les opportunités d'emploi. Les entreprises françaises figurent parmi les principaux employeurs en Afrique. Près de 80 000 salariés au Cameroun, ou encore 25 000 en Angola. La France investit à travers ses opérateurs publics près de 650 millions d'euros en 2015 dans l'aide au financement des entreprises et institutions financières. La France a créé la fondation Africa France, qui œuvre au rapprochement des entreprises françaises et africaines. Et vous qui constituez les talents africains, vous êtes présents ici en France. Et ce n'est pas un hasard. La France est un pays attractif et nous souhaitons attirer dans notre pays les investisseurs que vous êtes. Chaque semaine, 19 investissements supplémentaires sont réalisés en France par les entreprises étrangères. L'attractivité et l'ouverture de l'économie française sont une évidence pour les 20 000 entreprises étrangères qui emploient en France 2 millions de salariés. Et j'espère vous convaincre de les rejoindre au plus vite. Je veux également profiter de ce moment privilégié d'échange pour que vous me racontiez aussi vos expériences en Afrique, que vous m'expliquiez ce que vous attendez de la France et ce qu'on pourrait améliorer pour faciliter vos investissements. Je crois que le grand défi pour la France et pour l'Europe demain, c'est cette relation avec l'Afrique. C'est ce pont que nous devons bâtir entre les deux continents. Tous les grands défis économiques, démographiques, culturels et identitaires de l'Europe doivent être traités, résolus, construits avec l'Afrique. Tous les grands défis de l'Afrique concernent très directement l'Europe. C'est vrai pour les flux migratoires, c'est vrai dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, c'est vrai sur les questions liées à l'islam, c'est vrai sur les grandes questions de santé. Et donc c'est ensemble que nous devons porter des relations. On cherche toujours des projets, des défis, des horizons pour mon pays, pour la France. L'Afrique, il y a ses relations historiques, il y a bien sûr la langue, il y a nos entreprises, il y a les étudiants. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai abrogé le décret que mon prédécesseur avait signé et qui donnait le sentiment que nous ne voulions pas accueillir les étudiants africains. J'ai signé, notamment avec le gouvernement marocain, un partenariat qui devait nous permettre, puisque les choses sont déjà bien enclenchées, d'accueillir davantage. Vous êtes une richesse pour l'Afrique, mais vous êtes aussi une formidable richesse pour la France. Donc il faut continuer à bâtir ces ponts entre nos deux continents. Dans un monde où les États-Unis d'Amérique regardent de plus en plus
vers l'Asie. Bien sûr, l'Asie est un continent au potentiel tout à fait extraordinaire. Nous avons, nous, Européens et Africains, à bâtir un partenariat entre ce qui reste le continent, la zone commerciale la plus riche, la plus développée au monde, l'Europe, qui a ses propres problèmes, bien sûr, et ce continent d'avenir que vous incarnez et que vous représentez. Alors, ensemble, continuons à avancer vers l'avenir, à bâtir ces partenariats qui doivent faire la force d'abord de nos économies, et entamons, en tout cas pour ce qui nous concerne, le débat. Et je veux vous dire une nouvelle fois ma joie de vous accueillir ici à Matignon, et je crois que c'est une réunion importante, et j'espère que, comme votre déplacement, elle sera fructueuse. Merci beaucoup. Morning, distinguished. Thank you very much, Prime Minister. Great speech. My name is Ken Etete. I'm from Nigeria, so my question is from the Nigerian perspective and by extension a lot of West Africa. We've had a great history with France. Africa and France have had history, and France has played a key role. Not all the time that is very good, but from a Nigerian point of view, I like to appreciate what France is doing lately. We've seen the leadership and interest to solve the security problems, so that's very important for us. Business cannot thrive in an environment that is not safe and secure, so that's quite impressive for us. We, from a private sector point of view, we appreciate this initiative, and we've already been working very closely with a lot of key players, private sector, French companies, and we like to do more. So the question I have is, as Africa holds a lot of potential, and the region from Africa I'm from, we have a lot to do. What particular policies we like to see, or what French government is putting in place to see that we can increase trade, and also make it easier, not always talking about the potential. Yes, the potential, so there's a lot to be done. So what will increase that trade? What plans so that private sector can continue to push? At the same time, we want to benefit from the trade, not just going from France to Africa, but also coming from Africa to France. And as Prime Minister just said, there's already a lot of businesses that are foreign businesses here, so we would like to be key participants in that process and beneficiaries of that. Thank you very much. Ici même, je ne reviendrai pas sur les atouts bien connus de la France. Si vous êtes ici, c'est que vous les connaissez. Je rappelle le nombre d'entreprises présentes dans notre pays. Je veux rappeler uniquement que nous sommes la deuxième puissance économique en Europe, avec le plus grand espace géographique. Nous avons une productivité de la main-d'œuvre très élevée, notamment grâce à la qualité de son système de formation. Je pense en particulier aux ingénieurs, mais pas seulement. Nous avons de grandes entreprises reconnues dans la compétence internationale, et parmi les plus innovantes d'Europe, ce sont des grandes marques, partout dans le monde et bien sûr en Afrique. Nous sommes leaders européens dans le tourisme, dans l'aéronautique, dans le spatial, dans le luxe. Ça, ce sont les atouts connus. Puis il y a des atouts qui le sont parfois moins et que nous devons davantage rappeler. Un coût de l'énergie qui est l'un des plus bas en Europe pour les entreprises, grâce à notre mix énergétique. Le coût du foncier, qui à Paris est 2 fois plus faible que Londres, je le rappelle aussi. L'accès au financement qui est aisé, facile, grâce à la bonne santé de notre système bancaire et aux initiatives du gouvernement. Je pense à la création d'une banque publique, la BPI, ou à la réorientation de l'épargne des Français vers l'économie réelle. Et puis que nous sommes en pointe. Au fond, aujourd'hui, il faudrait toujours commencer par cela, dans le domaine du numérique.
25% des startups françaises, CES de Las Vegas cette année, ouverture cette année du plus grand incubateur au monde à Paris, avec 1000 startups à la halle Fraissinet. Et plus généralement, nous sommes en pointe dans l'innovation et la recherche, le développement grâce au crédit impôt recherche, et nous devons évidemment poursuivre et approfondir. Mais je réponds peut-être un peu mieux à la question qui m'a été posée. Pourquoi, au fond, vous devriez investir en France, et quels sont les atouts que nous pouvons proposer en termes d'attractivité à nos amis et aux investisseurs africains. La France a sans doute un problème d'attractivité vis-à-vis des entreprises, des économies émergentes quand elles arrivent en Europe. Plusieurs explications peuvent coexister, mais elles sont peut-être davantage sensibles aux clichés, comme on dit en français, qui peuvent être véhiculés sur la France, que les groupes américains, japonais, européens qui sont présents en France de longue date et savent, eux, faire la distinction entre mythe et réalité. Il peut y avoir, s'agissant des investisseurs des pays anglophones, parfois la barrière supplémentaire de la langue. Pourtant, je crois que nous avons des atouts spécifiques pour les investisseurs africains. Très rapidement, la France constitue un hub logistique vers les pays d'Afrique, hub aérien. Naturellement, puisque 30 compagnies desservent 30 pays africains en vol direct depuis Paris. Hub portuaire également, avec des liaisons hebdomadaires vers l'Afrique, depuis Marseille et du Havre, et de nombreuses compagnies françaises de la logistique qui agissent en Afrique, telles que CMA CGM, Bolloré, Grimaldi ou Nipdeuch. Et c'est vrai, bien sûr, dans les deux sens. Nous avons une politique de visa aussi, je l'évoquais rapidement tout à l'heure. La France souhaite promouvoir les échanges humains avec le continent africain. Et c'est pour ça que notre politique de visa, peut-être auriez-vous des exemples, a été adaptée pour fluidifier les échanges et favoriser la mobilité. Et d'abord, des milieux d'affaires, des milieux économiques. Business France, dont vous verrez la présidente tout à l'heure, a pour mission de conseiller et d'aider les investisseurs. Et il est bien implanté en Afrique, avec 6 bureaux et 2 antennes contre un seul bureau il y a 5 ans. On voit bien les progrès qui ont été réalisés, mais aussi la marge de progression qu'il reste à accomplir. La France est un pays d'accueil pour les étudiants, 3e pays au monde, et en particulier grâce aux étudiants africains. Puis la France offre enfin un cadre juridique, fiscal et financier sécurisant proche de l'Afrique. La majorité des cadres juridiques des États africains se sont souvent inspirés du droit français dans la régulation commerciale et le droit des affaires, ce qui facilite le doing business depuis la France. Et la France entretient de plus une coopération monétaire étroite avec 15 pays d'Afrique de l'UEMOA et de la CEMAC via le franc CFA, et a conclu les traités bilatéraux en matière fiscale avec 29 États africains. Donc voilà les éléments. Et enfin, la France se réforme son droit du travail, vous en êtes aperçu, il y a des grèves, paraît-il, en tout cas de la contestation, et parce que, voilà, il faut que la France aussi avance, que son droit du travail s'adapte, que ce soit dans les entreprises que l'on négocie, qu'on soit plus attractif, que les motifs de licenciement soient davantage connus par les chefs d'entreprise. Je vous ai répondu trop longuement, et voilà, me semble-t-il, les atouts pour mon pays. Mais si vous êtes là, c'est que pour la plupart, vous êtes, j'en suis convaincu, totalement à l'aise pour ce qui concerne la France. Eric Boma de la Standard Bank, Congo. Monsieur le Ministre, merci pour votre accueil aujourd'hui. La France et l'Afrique, bien sûr, c'est une longue histoire que vous venez d'évoquer et que notre ami Ken a aussi abordé.
Effectivement, communauté de valeurs, aspiration à une société plus juste à chaque fois. La France aussi, effectivement, comme vous l'indiquiez, pas mal d'atouts. Et du point de vue de l'Afrique, moi je regarde par exemple l'angle de l'infrastructure. Je regarde aussi des technologies. Et si vous me demandiez quelle était ma vision, à moi, mon aspiration, eh bien, c'est d'acheter davantage de TGV à l'avenir et d'être beaucoup plus dans ce secteur-là, je veux dire. Je voudrais que l'économie passe à un autre stade, que le chiffre d'affaires des entreprises, bien sûr, grandissent parce que le produit national brut de l'ensemble de ces pays serait plus élevé. Donc il y a là, pour moi, il y a un potentiel important. L'Afrique, depuis quelques décennies, mais plus encore depuis les 5 à 10 ans qui viennent de s'écouler, s'est beaucoup ouverte. La présence de partenaires nouveaux, les anglophones bien sûr sont très agressifs de manière générale. Quand je dis agressif, c'est-à-dire présents. Mais je vois aussi un autre partenaire que je connais bien, c'est la Chine, qui marque sa présence, parfois silencieusement, mais réellement. Je viens de RDC, donc je vois un petit peu la présence de ces nouveaux partenaires dans le domaine notamment des mines. On parle d'investissements de plus de 5 milliards de dollars dans ce domaine-là. Et ce n'est peut-être la partie émergée, je dirais, de l'iceberg. Donc il y a un gros potentiel et un mouvement très important en matière d'investissement qui se passe en ce moment. Nous célébrons à Kinshasa en ce moment la semaine française, des entreprises françaises, des investisseurs français en RDC. Je constate malheureusement, quand on aime bien quelqu'un, il faut aussi dire des choses qui ne sont pas toujours belles. Je connais le potentiel français. J'ai fait des études ici, comme beaucoup d'entre nous. Donc ça veut dire que je vois le dynamisme de la France, en tout cas ses compétences dans le domaine de l'agriculture. Le Congo, c'est un pays qui s'étendrait quasiment de Varsovie à Londres. Pour ce qui est de sa superficie, on parle de 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. À nous tout seuls, on aura du mal à l'attaquer absolument seul. Nos partenaires africains sont en train d'être beaucoup plus présents, historiquement français, sont là, mais je pense qu'il y a une part plus importante à prendre. Je connais la politique agricole commune en Europe. Je crois qu'elle ouvre des opportunités aujourd'hui pour des partenariats dans ce sens. Donc il faut peut-être définir les paramètres, mais il y a certainement un partenariat à développer de ce point de vue-là. Le deuxième volet que j'avais envie quelque part de mettre en avant pour vous inviter peut-être à nous éclairer sur votre vue, c'est que j'ai parlé d'industrie minière, mais on est dans un continent dont le potentiel humain, et je parle de la population de la jeunesse aujourd'hui, je pense que plus de 40% de la population a moins de 25 ans. C'est énorme. C'est porteur d'avenir, si c'est bien géré, mais ça peut être problématique si on ne s'y intéresse pas et si on n'en profite pas. Donc c'est un gisement humain extraordinaire. On a parlé de formation, mais aussi j'ai envie de parler des industries qui marchent bien. Les Africains ont envie d'être intégrés dans la chaîne de valeur, de plus en plus. Donc il y a là aussi un potentiel important, parce qu'il y a là l'opportunité pour nous effectivement de faire des affaires, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Des deux côtés. Et je pense que les dispositifs français en matière de garantie, parce qu'il y a toujours le risque perçu et le risque réel. Je dirais que le partenaire chinois, à une époque grecque aussi, libanais, indien, a une perception du risque qui est très différente de celle que je vois quand je parle avec mes amis de l'Aproparco. Alors, il y a peut-être un exercice à faire là pour aller revoir ensemble notre définition du risque de manière à l'adapter davantage à la réalité de ce marché qui évolue et qui ouvrirait des opportunités et permettrait aux deux parties de bénéficier de la croissance et d'en tirer les fruits. Donc voilà un petit peu les observations que je faisais, et si vous avez peut-être... Vous disiez que quand on sème, il faut se dire les choses, enfin ça... faire attention. Je parle de la vie de couple. Hein. Mais entre amis, dans le domaine de l'agriculture, c'est clair qu'on a un secteur qui est celui de la business d'une manière générale, mais quelles sont les réticences que vous semblez rencontrer? Parce qu'au fond, je le disais tout à l'heure, il y a cette relation avec la France. Mais quand en effet on se compare avec la Chine,
on voit bien que les niveaux d'investissement sont d'une autre nature. Le cash chinois peut inonder les marchés. Donc il y a à la fois la France qui doit être en pointe et l'Europe derrière. Et c'est à nous de convaincre l'Union européenne, les mécanismes financiers de l'Europe, de venir en soutien, pas seulement aux pays qui connaîtraient des difficultés, il faut aider, je pense par exemple à un pays comme la Tunisie, ou aux pays du Sahel, non, mais aux pays, aux locomotives économiques d'aujourd'hui, en Afrique, qui sont incontestablement les grandes locomotives du monde de demain. Donc qu'est-ce que vous sentez, vous, comme réticence? Vous parliez du secteur de l'agriculture, mais cela peut être le cas dans d'autres domaines, de la part des entreprises françaises, par exemple, notamment dans votre pays. Merci. Je dirais que la réticence est celle justement de la conception du risque. On peut avoir les moyens et les dispositifs autour de soi, mais si on n'a pas en soi le désir de se positionner sur un marché différemment de ce qu'on a toujours fait, c'est difficile. Je crois que c'est un écueil qui nous touche tous, hein. Ce n'est pas spécifique aux entreprises françaises, mais je pense que les entreprises françaises ont historiquement un positionnement, ont une présence historique. Donc de ce fait-là, vont être peut-être plus exposées à ça. Il est vrai aussi qu'une entreprise chinoise qui vient en Afrique, elle est en position de challenger. Elle vient pour déranger un ordre qui était établi au départ. Nous, bien sûr, du côté receveur, on est content d'avoir davantage de participants au marché, parce que ça veut dire que, in fine, c'est mieux pour les consommateurs et c'est porteur de croissance aussi. Mais encore une fois, je pense que la réticence, elle va être, je soulignais, je parle de Proparco à un moment donné, mais il y a d'autres mécanismes qui existent, ou agences ou organisations qui existent pour soutenir le commerce bilatéral. Je pense qu'il y a là une prise de risque qui n'est pas forcément encore matérialisée suffisamment. Ça, c'est un des aspects qui me semble les plus importants. Le deuxième que je voulais souligner, c'est que par exemple, aujourd'hui, je parle de la semaine française, il n'y a pas du tout d'acteur français dans le domaine de l'agriculture qui va participer à ce forum. Il est vrai aussi qu'historiquement, que je sache, il est vrai aussi qu'historiquement, les entreprises françaises connaissant la RDC, par exemple, pour prendre le cas du Congo, mais les autres pays ont de très très belles histoires à raconter aussi. Quand on prend le cas de la RDC, historiquement, effectivement, les entreprises françaises étaient présentes en RDC, ont participé des investissements, vécu les soubresauts de l'histoire congolaise. Après tout, ça ne fait qu'un demi-siècle, un peu plus qu'on est indépendant, et les institutions ont encore du mal à se stabiliser. Mais ce que je voulais mettre en avant aussi, surtout, c'est que on ne peut pas attendre, en tant qu'entrepreneur, que tout soit en place pour avancer. On est obligé de jouer un petit peu de l'un et de l'autre. Il faut de la bonne gouvernance en même temps, de notre part, dans cet environnement. On n'y arrive pas tout de suite, c'est progressif. Et il faut de l'appétit aussi pour l'investissement, pour que les deux choses se nourrissent. Et donc c'est là qu'il y a la prise de risque qui ne va pas être forcément du même ratio, j'ai envie de dire, de la part de la France, que peut-être même d'ailleurs des anglo-saxons, pour rester en Europe, en tout cas jusqu'à jour. On vous applaudit. En tout cas, il faut un double rééquilibrage. Je disais tout à l'heure, il faut un rééquilibrage géographique, pas au détriment de la présence historique et traditionnelle qui est la nôtre, mais aussi vers les pays où nous étions moins présents. C'est vrai pour votre pays francophone, c'est vrai pour les pays anglophones ou lusophones, où nous devons être présents, nous le sommes. C'est le cas par exemple en Angola. Le pétrole a évidemment attiré aussi des entreprises importantes françaises. Et puis il y a un rééquilibrage sectoriel, c'est là où il faut faire preuve d'imagination et prendre des risques. Il y a le secteur du transport, nous sommes présents, il y a le développement urbain durable, parce que la ville de demain elle se construit aussi en Afrique et c'est un des défis majeurs pour votre continent. Les nouvelles technologies, les énergies durables, et les résultats de la COP21 et l'engagement des pays africains montrent bien qu'il y a un espace et des marchés tout à fait considérables. L'agro-business, je l'évoquais il y a un instant, et il faut en effet, alors que les entreprises, l'agriculture française est marquée par sa qualité très présente sur les marchés internationaux. Elle participe évidemment pleinement c'est le côté positif de la balance commerciale. Donc
il faut être présent aussi en Afrique, mais ça veut dire qu'il faut là également s'adapter à la réalité africaine. Voilà quelques éléments dans lesquels nos entreprises, peut-être moins présentes aujourd'hui en Afrique, doivent faire valoir leur savoir-faire. Puis vous avez raison, il y a bien sûr la question de la prise de risque. Nous pouvons nous mettre, et nous faisons, c'est le cas avec Business France, mettre au profit, au service des entreprises françaises, des mécanismes financiers qui les sécurisent. Mais il faut prendre des risques. C'est vrai notamment dans le secteur bancaire. On pourrait prendre d'autres secteurs, où sans doute au cours de ces 20-30 dernières années, beaucoup d'entreprises françaises ont eu le sentiment qu'elles jouaient à domicile, que c'était fait. Pour en avoir parlé avec des chefs d'État de pays francophones, Côte d'Ivoire et Sénégal, j'ai souvent entendu dire telle ou telle banque, telle ou telle entreprise dans ce secteur n'est pas assez agressive, pour reprendre votre expression. Et quand il y a la concurrence, il y a de la concurrence. Et vous, en Afrique, vous êtes des vrais libéraux. C'est-à-dire que vous regardez aussi ce qui apporte le plus à vos pays respectifs ou à vos entreprises quand il s'agit de partenariat. Donc, il faut reconquérir la confiance. Il y a des atouts de langue, culturelle, bien évidemment, de qualité. Je ne veux pas dire du mal ici du chinois, mais de qualité, notamment dans le BTP. Moi, je suis un libéral, donc dans l'entreprise, ça commence par dire du bien de soi, et puis parfois, de temps en temps, de rappeler quels sont les membres de l'autre côté. Mais dans le BTP, dans le béton, voilà comment on construit, voilà quelques sujets. Donc, mais ça, il faut le faire avec la volonté de convaincre de nouveau, et de convaincre aussi la nouvelle génération que vous représentez. Parce que vous êtes une génération ouverte sur le monde, ouverte pleinement sur le monde. Encore plus que vos prédécesseurs et que ceux qui ont construit l'Afrique indépendante, qui avaient en plus le souci, et c'est tout à fait essentiel, vous avez prononcé le mot, de la bonne gouvernance. Et donc, sur ces bases-là, que les entrepreneurs français, mais aussi de jeunes entrepreneurs français, parce que quand je regarde les groupes français, ce sont des gros groupes présents depuis longtemps, avec des dirigeants qui ont une habitude de cette relation avec l'Afrique. Il y a cette génération. Et de ce point de vue-là, les franco-africains, les appeler comme ça, ou les africo-français, doivent être, pour ceux qui s'investissent dans tous les domaines, je pense qu'il y a des domaines aussi, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la télévision, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine du cinéma, pour prendre aussi d'autres secteurs économiques. Il y a là de quoi faire, et il faut que les jeunes entrepreneurs français aussi aient ce goût du risque et se disent, voilà, j'investis en Afrique, je bâtis des partenariats avec des entreprises africaines, avec des dirigeants africains. Donc merci de votre franchise, et c'est comme ça qu'un couple avance. Donc moi j'ai étudié en France, j'ai créé ma première entreprise en France, et puis j'ai voulu créer une seconde entreprise, toujours pour travailler pour des entreprises françaises, mais à partir du Maroc, puisqu'avec les nouvelles technologies dans les services, il est tout à fait possible de fournir des prestations à distance. Et donc c'est ce que j'ai développé avec l'entreprise Outsourcia, qui est donc un centre d'appel. Et je me suis rendu compte après quelques années qu'en fait notre offre était incomplète et ne permettait pas justement de couvrir l'ensemble des besoins des entreprises françaises sans être installé en France. Donc en 2010, on a fait le choix de s'installer en France, et là on s'est intéressé aux différents dispositifs qui existaient pour accueillir des entreprises étrangères. Et c'est vrai qu'on a eu un excellent accueil, en particulier dans la région, dans le département de l'Eure, donc on est installé à Évreux. On a bénéficié d'un plan de revitalisation suite à des suppressions d'emplois dans le laboratoire pharmaceutique. Et on a pu donc s'engager sur la création de 150 emplois dans la région et obtenir un certain nombre d'aides qui nous ont permis de construire une entreprise très rentable et aussi également d'être aidés sur du foncier, des ressources humaines et beaucoup de choses. Alors là, je vais juste en profiter rapidement pour dire que c'est vrai que déjà ces dispositifs méritent d'être mieux connus. Et il y a un vrai travail qui est fait actuellement, je pense, en France pour justement attirer de plus en plus d'investisseurs.
Je pense que là où il y a un effort plus important à faire, c'est voir comment fidéliser également ces investisseurs qui viennent. C'est-à-dire que très souvent, les systèmes d'aide sont mis en place pour l'installation et que les premières années, les comptes de résultats sont très performants, mais après quelques années, ça devient moins attractif. Et c'est vrai qu'il faut peut-être, on a entendu réfléchir à une politique de conquête, et attirer des investisseurs, mais également fidéliser ceux qui sont là. Parce que nous-mêmes, on est arrivé dans une zone où un autre investisseur était en train de réduire sa présence. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fait, on voit qu'on fait partie de ces entreprises, de ces secteurs, on voit que la meilleure localisation finalement pour fournir des services, c'est d'être présent à la fois en France, au Maroc, mais également en Afrique subsaharienne où on s'est installé l'année dernière. Et développer. Alors, on est à Madagascar et au Niger. Au Niger depuis peu de temps, et on travaille pour une entreprise française à partir du Niger. Donc aujourd'hui, on est clairement dans cette logique de développer une offre avec un modèle de colocalisation. D'ailleurs, c'est un thème qui a été pour la première fois mis en avant par votre gouvernement en 2012, lorsqu'il y a une visite officielle au Maroc. Et c'est vrai que nous, on croit beaucoup dans ce modèle, en se disant qu'en fait, finalement, à la fois pour les entreprises marocaines qui ont besoin de se développer en Europe, mais également les entreprises françaises qui peuvent souffrir d'une moindre compétitivité en France, une des solutions à cette moindre compétitivité, ce serait justement d'investir en Afrique. De la même façon, par exemple, que l'Allemagne a pu le faire dans les pays de l'Est. Et on n'a jamais parlé de délocalisation d'Allemagne vers les pays de l'Est, puisque en Allemagne, on a toujours considéré que ça faisait partie des atouts de l'industrie allemande de pouvoir être installé dans les pays de l'Est et de pouvoir proposer des solutions plus compétitives. Et c'est vrai que ça commence un petit peu à se développer, mais on continue à être en permanence également menacé par des tentatives de relocalisation, des débats qui arrivent assez régulièrement. C'était le cas en 2010 avec des mesures qui voulaient être mises en place par M. Wauquiez à l'époque. En 2012 également, M. Montebourg avait évoqué un certain nombre de mesures qui visaient à relocaliser des centres d'appel en France. Bon, on sent que c'est un petit peu derrière nous, mais les menaces existent parce qu'en fait, je pense que beaucoup continuent à penser que le développement de nos activités en Afrique est forcément synonyme de destruction d'emplois en France. Aujourd'hui, on le voit que c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que les entreprises françaises qui ont été les plus courageuses, qui il y a 10 ans ont investi en Afrique pour créer des emplois dans ce secteur, sont aujourd'hui les entreprises les plus performantes qui continuent à créer des emplois en Afrique et en France. Et celles qui ont voulu avoir une attitude, on va dire, plus citoyenne en disant « non, moi je reste uniquement français », sont aujourd'hui les entreprises qui sont les plus en difficulté et qui créeront des emplois ni en Afrique ni nulle part, qui vont peut-être disparaître. Et je pense que c'est un bon moment pour en faire un véritable modèle et le développer à plus grande échelle et sans aucun complexe et en disant c'est vers ça qu'on va aller pour que l'industrie française se porte mieux et les services aussi, avec ce nouveau modèle de partenariat où tout le monde peut être gagnant. Je crois être d'accord, oui, applaudissez-le. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, quel est le problème? La différence que vous rencontrez, c'est le problème du risque ou de la confiance. Parce qu'il faut être là aussi franc. Il faut rencontrer avec l'Europe ou avec d'autres continents. Les autres continents, et je pense à l'Asie notamment, prennent des risques. Il y a une volonté d'investir. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a un modèle de croissance, avec évidemment ces inégalités et ces désordres. Personne ne va le contester un seul instant. Et l'Europe, qui est sans doute le modèle politique et démocratique et social le plus abouti, est face à des problèmes considérables, mais dont le maître mot est la peur. Peur des réfugiés, peur du terrorisme, et peur parfois de la prise de risque. Alors que nous sommes un continent, à part la France d'ailleurs, qui fait exception à très peu d'autres pays, nous sommes un continent qui vieillit,
la France reste un pays jeune par sa démographie, qui reste positive. Et c'est pour cela que la relation avec l'Afrique, avec l'autre rive de la Méditerranée, doit être décomplexée, et marquée par la prise de risque. Et là, la colocalisation, ou la coproduction, les mots ont toujours leur importance, surtout en France, et tout le monde pense à la délocalisation. On voit très bien ce que ça veut dire. La colocalisation peut être un partenariat qui est gagnant pour tout le monde, pour chacun des deux pays, et bien sûr pour l'entreprise concernée. Moi, je me félicite des résultats qu'on a déjà obtenus dans ce domaine-là, y compris pour avoir visité des entreprises, dans des pays du Maghreb, notamment dans le secteur automobile. J'ai vu là aussi des expériences de très grande qualité, avec, dans le secteur automobile, mais aussi avec Airbus. Et c'est un développement pour l'entreprise. Et un développement pour l'entreprise, c'est bon pour l'emploi en France. Et un développement de l'entreprise, c'est bon aussi pour l'emploi, c'était je crois en Tunisie, avec derrière, ce qui me paraît très important, la qualité de la formation que nous pouvons apporter selon les secteurs. Il y a aussi ce qui est fait avec Alstom en Afrique du Sud, ou au Kenya, avec des investissements de Cervère, de BIC ou de L'Oréal. Donc on peut bâtir cela. Donc il faut que les groupes français, les grandes entreprises d'ailleurs comme les petits, participent de cette stratégie, de ce développement de colocalisation, et qui suppose d'être soutenu aussi par les autorités locales, afin d'améliorer l'attractivité du territoire, ce qui pose des problèmes de formation. La formation de la main-d'œuvre est, de ce point de vue-là, tout à fait essentielle, et c'est l'un des défis que peut-être nous évoquerons. D'améliorer l'attractivité du territoire dans le domaine des transports, et puis d'identifier les freins à l'investissement étranger. Mais il sous-entend aussi que nous-mêmes, nous aidions peut-être davantage, et c'est le rôle de la puissance publique, les entreprises qui veulent participer de cette stratégie. Et je pense que nous faisons preuve d'une volonté forte, en tout cas je l'identifie telle qu'elle, en mettant les outils de financement et d'accompagnement de l'export français au service de l'Afrique. Ainsi, Coparco, vous savez qui est la filiale de l'AFD pour le financement des entreprises et des institutions financières, a réalisé, je vous regardais le chiffre, plus de 60% de son activité sur le continent africain en 2015, soit près de 650 millions d'euros. Donc, oui, voilà le type de stratégie, aux conditions que j'ai rappelées, et en étant lucide, mais en n'ayant aucune crainte sur, là encore, les risques qu'il faut prendre. Mais est-ce que vous, là, de votre expérience qui est passionnante, et vous avez fait une remarque importante, qui est que nous fidélisions, en effet, sur notre territoire, les jeunes entreprises, les jeunes pousses, c'est d'ailleurs un problème que nous avons nous-mêmes. Nous sommes capables de créer des jeunes pousses, des start-up, des petites entreprises innovantes. Notre capacité, c'est à les garder, elle est plus complexe. Ça fait partie, évidemment, des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup avec Emmanuel Macron, mais que je crois que vous rencontrez un peu plus tard, vous le saluerez de ma part. Je l'ai vu hier, je plaisante. Et comme vous êtes des fins observateurs de la vie politique française, c'était un petit clin d'œil. Mais vous-même, est-ce que vous rencontrez, je m'adresse à vous ou au public qui est ici, des difficultés, est-ce que vous avez eu des difficultés d'investissement en France? Qu'est-ce que vous attendez éventuellement en retour? Est-ce que c'est un manque d'opportunités? Est-ce que vous avez rencontré des blocages? De quoi auriez-vous besoin pour investir? Avez-vous des contacts avec Business France? Vous allez les rencontrer. Avez-vous entendu parler de la campagne de communication Creative France? Est-ce que vous avez des questions sur l'image, sur l'attractivité de la France? Voilà, ça m'intéresse d'avoir dans le court instant qui nous reste quelques réflexions de votre part. On a Carole Kariuki, la présidente du KEPSA et le président du MEDEF du Kenya. Très bien.
Thank you, Your Excellency. Thank you for the comments. There's just something, we just stand so that it's easy. There's something you mentioned, and that pricked my mind when you mentioned about how France is reorganizing its investments in Africa. You know, traditionally, France has been focused on North Africa and West Africa, but we've been seeing a lot of interest, especially now more in Eastern Africa. And you know, my president was here not too long ago with about 40 business leaders. And I have two questions in one. One, what are these new opportunities that France is seeing in East Africa, especially for investment and trade? And why now? Especially in almost looking like a latecomer when everyone else has come, especially China and the US, everyone refocusing back in Japan, back in Africa, and France looks like it's the newcomer, the new kid on the block. But secondly, you look at East African economic bloc, it's the strongest in Africa. And as France starts getting involved, especially in regional projects, how will you ensure that the economic bloc remains strong and is not weakened or gets destabilized? Thank you very much. Merci pour votre invitation, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Chérif Abdelmessih, je suis égyptien et chef d'entreprise de Future Energy. Vous avez parlé du terrorisme. Malheureusement, il y a beaucoup des actes terroristes dans le monde aujourd'hui, mais aussi il y a beaucoup de préjugés. Quand il y a un acte terroriste dans un pays européen comme l'Angleterre, tout le monde donne le soutien à l'Angleterre. Personne dit ne visite pas l'Angleterre, personne dit l'Angleterre est très dangereux. Mais quand il y a un acte terroriste dans un pays africain, comme l'Égypte ou comme la Tunisie, le média européen international dit que ces pays sont très dangereux, ne visite pas ces pays. Et le problème, c'est que le tourisme dans ces pays est une source économique très importante. Et alors quand on fait ça, ce sont les terroristes qui gagnent. Et ma question à vous est, qu'est-ce que c'est votre conseil à les pays comme l'Égypte et d'autres pays africains qui ont ce problème à combattre ce problème avec les médias? Et quand l'Égypte est un allié important de la France, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider l'Égypte dans ce sujet? Merci. Thank you very much, Mr. Prime Minister. I just have a question related to... sorry, my name is Amira Al-Nasiri, and I work with the African Development Bank, and I'm from Zimbabwe. For Africa's economies to grow and to thrive, we need predominantly energy and power. And I think you had mentioned something about COP21, where leaders met and promised to commit approximately 100 billion a year to support developing nations to catch up. First question is France committed to that promise? And the second question is related to fossil fuels. I think in abundance, Africa has quite an abundant source of fossil fuels. Do you feel, in your opinion, the request to ramp down the usage of fossil fuels, particularly coal, is an equitable request, given that many developed nations are planning to do that by 2045? And the final question is, with regards to African integration, is that a win-win situation for France? Good morning, Your Excellency Prime Minister. Thank you so much for being here, especially in light of the floods. We're very grateful. My name is Sangu Deli from Ghana, and I believe I'm the youngest person here, 29. I have two questions for you. The first is, as I have a portfolio company that does work in Abidjan and has a partnership with Orange. But there seems to be a perception, especially those of us in the Anglophone world, that you cannot succeed in doing business in Francophone Africa if you're not aligned with a French company or if you're not coming with a blessing of France. So I felt that they faced some element of institutional challenges whilst they're in Paris.
And I was just hoping, I promised them that if I have an opportunity, I'll ask that question. So that's the question from a number of French Twitter followers. Thank you. On va arrêter là au niveau des questions pour permettre au Monsieur le Premier ministre de répondre. Oui, surtout si ça tweet à chaque fois, je risque de passer ma journée avec vous, ce qui sera un plaisir, mais cet après-midi, je m'envole pour un aller-retour en Grèce pour aller dîner avec Alexis Tsipras, mais aussi pour conforter le partenariat économique avec la Grèce. Je voudrais peut-être donner, à travers ces questions qui ont été posées, notamment par nos amis anglophones, quelques chiffres. Dans le domaine du commerce extérieur, les exportations françaises en Afrique s'élèvent à 29 milliards d'euros. Le commerce extérieur de la France est très déséquilibré, c'est d'ailleurs une forme de réponse à notre ami du Kenya. Nous sommes déficitaires avec les pays anglophones, producteurs de pétrole, Nigeria, Angola, Niger, Guinée, lusophones, et excédentaires avec les autres, les francophones. La part de marché des exportations françaises est tombée à 4%, ce qui est très médiocre, contre 22% pour la Chine. Et nous avons en particulier beaucoup perdu dans les pays francophones, où nos parts de marché étaient très élevées, tandis que nos parts de marché sont stables, voire en légère progression dans des pays anglophones, à des niveaux très faibles, de l'ordre de 2%. Pourquoi je cite ces chiffres en répondant à vos questions? Parce que ça veut dire qu'il faut changer de stratégie, en tout cas avoir une stratégie beaucoup plus offensive, et vous en parlerez avec la présidente de Business France, mais aussi avec l'ensemble des interlocuteurs que vous allez rencontrer. Dans une Afrique qui a changé, même si elle connaît aussi des problèmes de croissance. Elle n'est pas la même selon les pays, et la croissance, par exemple, en Afrique subsaharienne est en fort ralentissement, son plus bas niveau depuis 10 ans, mais on sait qu'il y a des trajectoires qui peuvent être hétérogènes, avec une croissance encore très dynamique, et cela est lié à la crise du prix du pétrole ou des matières premières, mais on a une croissance qui reste très forte, par exemple en Éthiopie ou en Côte d'Ivoire. Donc, mais cela veut dire que nous devons avoir une stratégie beaucoup plus offensive. Et de ce point de vue-là, l'exemple du Ghana est intéressant. Normalement, dans un déplacement que je dois faire cet automne, je dois m'arrêter et au Ghana et en Côte d'Ivoire pour faire la démonstration que non, il ne peut pas y avoir de chasse gardée, et que les pays, là je ne peux pas répondre à la place des pays francophones africains, mais qu'en tout cas ces pays doivent s'ouvrir pleinement à la dynamique des pays anglophones ou lusophones. Il faut au fond bâtir, ce qui est le cas déjà, ce véritable marché commun que doit être l'Afrique. Donc je suis sensible à ces questions, et pour ce qui concerne l'Afrique de l'Est, nous avons un atout que nous n'exploitons pas assez, qui est la présence de la France dans le voisinage, dans l'océan Indien. Je pense à l'île de la Réunion, et ce territoire qui représente 1 million d'habitants devrait encore plus se tourner vers toute l'Afrique de l'Est qui ne l'est aujourd'hui. En tout cas, il y a une volonté de notre part, mais aux entreprises de suivre, d'être beaucoup plus présentes dans ces marchés porteurs. Puis j'ai parlé de l'Éthiopie, j'aurais pu parler aussi du Rwanda, qui sont des pays qui se transforment grâce à la révolution numérique, qui ont changé, qui sont en train de changer en profondeur leur mode d'administration, et qui changeront donc aussi d'une certaine manière, malgré la nature des régimes, leur gouvernance. Et ça, c'est des secteurs, je m'en suis aperçu notamment dans les discussions qu'on a pu avoir dans les forums que j'ai pu assister à Davos il y a quelques mois. Ce sont des opportunités pour l'ensemble de nos entreprises. Je pense que nos entreprises liées au numérique devraient être beaucoup plus présentes dans ces pays qui ne sont pas que des pays francophones. Sur la transition énergétique,
Ségolène Royal a fait plusieurs déplacements encore ces dernières semaines en Afrique. Il y a un rendez-vous important au Maroc pour la COP 22. Et c'est là où on devra faire le bilan des engagements et de leur mise en œuvre des engagements de la COP 21. L'accord qui a été trouvé, c'était difficile dans la discussion de Paris, et les pays africains avaient raison d'être particulièrement exigeants. Et c'est pour cela que la mise en œuvre de ces accords doit tenir compte de la réalité financière et climatique de chaque pays et de chaque continent. Mais l'accord doit être mis en œuvre. Et la France sera en pointe dans cette discussion et dans la préparation de ce rendez-vous, et on doit faire preuve de beaucoup de volontarisme. Pour les étudiants, je ne sais pas sur quoi porter la question ou les tweets. En disant ça, je risque de reprovoquer donc, des tweets. Nous avons un souci. Il y avait des obstacles, mais il y en a qui restent. Hein. Il ne s'agit pas de les nier, mais que les universités françaises, les grandes écoles que certains d'entre vous ont fréquentées, les universités françaises, et c'est le cas aujourd'hui, accueillent des étudiants qui viennent du monde entier. Et de ce point de vue-là, la cité universitaire de Paris, avec ces nouvelles maisons qui sont en train de se construire ou qui ont déjà été inaugurées, la maison de la Corée du Sud, la maison de la Chine, il y a des maisons aussi pour des pays d'Amérique latine. Nous voulons faire la démonstration que nous voulons accueillir les étudiants qui viennent du monde entier. Et puis que nous accueillons aussi des Master 2, des doctorants, parce qu'il y a aussi la qualité de ces étudiants. Mais nous voulons, il n'y a pas de mais, continuer à accueillir les étudiants africains. C'est pour ça que nous avons levé un certain nombre d'obstacles concernant les étudiants. Il reste des problèmes, il peut y rester des problèmes de logement, il peut y avoir des problèmes de visa, il peut y avoir des problèmes de comportement bien évidents, mais je crois que c'est une chance pour nous, Français, d'accueillir le maximum d'étudiants étrangers et d'étudiants africains, à condition que ce soit dans de bonnes conditions pour les uns et pour les autres. Enfin, dernière question, parce qu'il faut aller vite, qui porte sur... ce que vous dites est très juste sur la question du terrorisme. Encore que, on a porté l'autre jour un conseil qui venait des autorités américaines concernant les Américains sur le fait qu'ils ne devaient pas venir en France parce qu'il se passait des choses terribles. Les différents pays peuvent être concernés par cet ostracisme. Et il faut reconnaître d'ailleurs qu'après les attentats de Paris en 2015, nous avons connu une baisse du tourisme. Même si nous restons la première destination touristique au monde, nous avons connu une baisse du tourisme, notamment des Japonais qui, d'un coup, ont décidé de ne plus venir en France parce qu'il y avait des risques. Quand je dis la France, c'est l'Europe, parce qu'évidemment, quand il y a un attentat à Bruxelles, cela a exactement le même effet. Nous faisons confiance à... Vous avez cité deux pays, je les cite donc volontairement, qui sont évidemment des pays de tourisme. Nous faisons confiance à la Tunisie, parce que c'est un pays qui en plus a incarné un mouvement démocratique, un pays laïque, qui pour nous a énormément d'attaches, qui est un exemple et qui est attaqué parce qu'il est un exemple. Et donc, mais c'est difficile, vous ne pouvez pas obliger les gens à y aller, mais il faut accompagner ce mouvement, investir. Il y aura de nouveau une conférence financière dans quelques mois, je pense, en Tunisie. C'est très important que l'attractivité de ce pays, dans tous les domaines, investissement économique ou tourisme, soit confortée. Et c'est la même chose pour ce qui concerne l'Égypte. La stabilité de l'Égypte est essentielle pour le Proche et le Moyen-Orient, essentielle pour l'Europe. Et avec le président Hollande, nous avons au cours de ces derniers mois conduit 2 délégations. Moi, à l'automne dernier, lui, il y a encore quelques semaines, au Caire, 2 délégations de chefs d'entreprise. Nous avons l'un et l'autre rencontré les entrepreneurs égyptiens et français. Nous en avons parlé avec nos homologues président ou Premier ministre égyptien, parce que nous pensons qu'évidemment il y a la stabilité politique et sécuritaire, mais il y a aussi derrière, parce que sinon l'Égypte ne s'en sortira pas, la nécessité d'un accompagnement pour le développement économique. Et d'ailleurs dans cette région du monde, je pense, moi qui reviens d'Israël et de Palestine il y a 10 jours à peine, que la grande affaire du monde
avec l'Afrique, l'autre grande affaire, c'est un grand marché économique, mais aussi universitaire, mais aussi dans le domaine de l'innovation et de la recherche, pour le Proche et le Moyen-Orient. C'est ça qui assurera la paix à terme, et de ce point de vue-là, la relation entre Israël et les pays sunnites, et donc forcément l'Égypte, mais aussi l'Arabie Saoudite, la Jordanie, sont des éléments tout à fait essentiels, qui d'ailleurs pour les entrepreneurs que vous êtes, représentent également des marchés tout à fait considérables. Donc il faut aider au changement d'image d'un pays comme l'Égypte, et faire en sorte notamment que le tourisme revienne avec d'autres opportunités, notamment autour du nouveau canal de Suez, où les investissements doivent être possibles. Donc il faut positiver et se rappeler que c'est ensemble, d'ailleurs tous, que nous affrontons les grands défis du monde, l'économie ouverte, les nouvelles technologies, le défi climatique ou la menace terroriste. Bien, je crois, Monsieur le Premier ministre, qu'on arrive au terme de cette session d'échange, de débat. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci aussi beaucoup pour toutes les ouvertures que vous avez évoquées. Je crois qu'au nom de tout le monde, je ne peux que vous remercier pour le temps que vous avez eu la gentillesse de vous consacrer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, c'est évidemment trop peu de temps, mais voilà, c'est toujours cet échange est intéressant. Vous allez le poursuivre tout au cours de ces heures qui viennent. Vous êtes toujours les bienvenus. En tout cas, c'était une manière pour moi de vous démontrer mon engagement. Et mon engagement, il n'est pas uniquement lié à mes fonctions gouvernementales. Il m'arrivera un jour de ne plus être Premier ministre. Et donc, je serai toujours engagé pour l'Afrique, parce que dans tous les domaines que nous avons évoqués, je pense qu'il y a de très grandes opportunités. Donc, je suis un ami de l'Afrique, et c'est un continent que j'ai envie de découvrir, des pays évidemment que je ne connais pas. Et je ne doute pas que grâce à cette nouvelle relation que nous avons construite ici même à Matignon, nous pourrons continuer. Je vous invite à prendre un verre, comme ça nous pourrons poursuivre la discussion entre nous. Merci beaucoup. Voilà.